sur Airparty, le show 100% Tech for Creators où on parle d'innovation technologique, de produits à destination des créateurs. Aujourd'hui, c'est Community Show. On a enregistré un épisode avec plusieurs membres, avec plusieurs fans de la communauté. Et on a parlé d'outils, bien sûr, pour les créateurs. On a enregistré ça à Paris, à Pigalle, dans un des studios d'Anthony, qui est un des membres d'Airparty et cofondateur de Studiomatic, un réseau de studios d'enregistrement. Voilà, donc ça fait le deuxième épisode qu'on a enregistré chez lui. Merci Anthony, c'est vraiment très très cool à chaque fois de nous recevoir. Et de quoi on va parler aujourd'hui ? Alors, on va parler de plein de trucs super cool. On va parler d'un mec qui, dans son garage, a recréé un late show à l'américaine. Mais à côté, rien à voir avec ce que je fais moi là. Vraiment, le mec est bluffant. Il a poncé le concept de A à Z. On a fait une très grosse digression sur Obsidian, qui est un outil de knowledge management personnel, de prise de notes. Voilà, je connaissais pas bien l'outil. Anthony et Ange ont fait une belle sortie de route sur ce sujet-là. C'était très sympa. Donc, autour de la table avec moi, Ange Michael, créateur de la newsletter Patient and Creators. On a Julie Leroy, qui est la cofondatrice d'un fonds d'investissement destiné aux projets entrepreneuriaux étudiants qui s'appelle J-Venture. Et puis, on a Anthony, donc le cofondateur de Studiomatic, le réseau de studios d'enregistrement. Si cette émission vous a plu, lâchez un petit like, comme on dit. Subscribe et puis surtout rendez-vous sur airparty.io et puis pour retrouver donc tous les épisodes de l'émission et je vous souhaite une très très bonne émission. Enjoy. Et on est parti sur Airparty, nouvel épisode, saison 2, deuxième épisode de la saison 2. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, toutes, très bien. Autour de la table. Très bien, merci pour l'invitation. Ouais. Merci, c'est un plaisir. On est surtout chez Anthony là, encore une fois. Et Anthony est super content de vous accueillir. Merci Anthony. C'est un super studio, commence à être remarqué ce petit studio très sympathique. Non, bah écoutez, aujourd'hui je vous propose de couvrir un peu tout ce qu'on a pu remarquer sur en termes de ressources utiles pour les créateurs. Je pense que chacun d'entre nous, on fait une veille assez attentive sur les sujets. Ça peut être des lectures, ça peut être des posts, ça peut être des gens à suivre. Il y aura des petits challenges qu'on va essayer de relever. J'ai amené une espèce de... Je sais pas si on peut le montrer à la caméra. C'est... La roue de la fortune. Ouais, une espèce de la roue du créateur. Ouais, alors en gros, ce qui va se passer, c'est que... c'est ça ce qui va se passer. La roue du créateur, elle se casse la gueule. Voilà, donc en gros, je vous propose de mettre... de ne surtout pas tomber sur l'étoile. Voilà, c'est la première règle. Ok. Voilà. Et puis du coup, après différentes petites choses, disons qu'il y a un sujet que je voudrais pousser un peu, c'est le community media ou le média communautaire. Et en ce moment, j'ai l'impression que cette petite tendance qu'on fait, qu'on réalise nous aussi, elle commence à prendre et c'est quand même très chouette. Et je me suis amusé début de semaine un peu à aller chercher les exemples de médias en fait qui se tenaient en communauté, où les speakers étaient les membres, où on faisait un peu d'engagement. En fait, il y en a pas mal. Hein. Ah ouais, ok. T'as des petits exemples et tout en tête ? Parce que c'est vrai que souvent... Vas-y. Non, mais alors c'est plus dans le Web3 que je vois arriver ça, parce que certainement qu'il y a une dimension community first qui est assez importante. Mais je connais... Alors, il y a une personne qui fait ça très bien en ce moment, elle s'appelle Flavie Prévost, et elle fait une communauté de solopreneurs et devant laquelle elle met un média. Et d'ailleurs, en fait, elle fait en sorte que ce média soit co-construit, coproduit avec ses membres. Et elle est sur Uncut, donc la plateforme sur laquelle on est nous aussi, qui a été créée donc par Carlos Diaz. Et donc Flavie, elle se lance, enfin elle le fait depuis, je dirais, un mois. J'espère qu'elle pourra passer un de ces quatre pour nous expliquer comment elle fait. Mais voilà, ça c'est un exemple. Là, il y a un autre exemple que j'ai vu passer qui est très chouette. Alors il est récent celui-là, mais c'est l'agence Com ou Cum. Je sais pas. Com, ouais. Ils font un talk show à plusieurs entre membres. Ouais. Ils n'ont pas encore lancé leur premier épisode. Ce serait intéressant de voir. Mais grave. Et je pense que ça peut être très très sympa. Et ouais, il y a des personnes très très cool dans les hosts. Après, j'ai vu le contraire aussi. J'ai vu des choses parce que le community media mal fait, ça peut être
Ça peut être un truc très corporate. Du coup, t'en penses quoi, par exemple, vu que toi tu la connais bien, Indie Hackers, parce qu'en fait, au final, Indie Hackers, je trouve que c'est un excellent exemple. Carrément. Parce que c'est vrai que, je sais pas si vous êtes sur la plateforme, le site Indie Hackers. Je regarde de temps en temps ce qu'il y a. Ouais, non, mais ouais, c'est pas un truc sur lequel on est, je pense, tous les jours. Mais je trouve ça ultra intéressant, c'est en fait je trouve que c'est une communauté où les utilisateurs sont vraiment power users, donc ils partagent de la valeur autant qu'ils en prennent. Et il y a des acteurs qui sont assez forts. Après, il y a quand même un organisme centralisé, quoi. Il y a Rudy Cherry, je sais plus comment il s'appelle le nom du fondateur. Courtney Allen. Mais je trouve que c'est un excellent exemple. Alors, après, c'est vrai que c'est toujours au sein de leur communauté, donc ça reste quand même très cadré. Donc après, à voir, peut-être toi tu peux en dire un peu plus, peut-être si toi tu vois. Est-ce que Courtney Allen, il a fait un community show à l'époque où je pense que ça reste, c'est complètement l'esprit. C'est complètement un jeu qui est dur, mais parce qu'il est fondé sur l'honnêteté et l'authenticité et les échanges de pair à pair. Donc en fait, tu prends tous les risques, quoi. Tu prends le risque que ça décolle pas, tu prends le risque que les gens que tu invites soient pas les bons, enfin en tout cas que les conversations soient pas les bonnes. Donc c'est un exercice qui est super difficile, mais quand tu arrives à faire en sorte de créer une confiance, d'initier des conversations, de répondre, parce que Courtney, Courtney, je l'appelle Courtney, ça se trouve, il s'appelle Bob, c'est un mec très sûr de lui. Non, il s'appelle Courtney Allen, je crois. Et donc du coup, quand lui, en fait, il est skin in the game aussi. Il est très skin in the game. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste là à piloter sa plateforme sa plateforme de forum, quoi. Ça ressemble plutôt à un forum. Il répond dans ses podcasts. Il invite Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des membres, mais c'est quand même des gens qui sont actifs sur sa plateforme. Donc, il y a quand même un espèce de cercle hyper vertueux. Par contre, de là à dire que c'est un community show, je ne sais pas. Non, mais je pense qu'il pourrait le faire. Alors après, peut-être qu'il le fait pas parce que c'est pas l'essence même de Indie Hackers, quoi. Mais je trouve en fait qu'il a réussi à créer une émission sur une communauté qu'on retrouve difficilement ailleurs. Ouais, peut-être c'est parce que c'est la nature que des gens qui sont c'est des hustlers de base tous, donc en fait ils ont toute cette volonté en fait de partager et de grandir ensemble. Et je trouve qu'il a réussi à faire quelque chose qui, je pense, dont les bonnes pratiques seraient bien applicables sur d'autres communautés, je pense. Ouais, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en inspirent de community builders qui sont un peu indie hackers, tout ça, qui regardent. Enfin, moi, il y a 3 ans, quand je suis tombé un peu dans cette potion magique là des indépendants et makers, tout ça, c'est quelqu'un qui, le parcours de indie hacker, c'est un exemple, quoi, de community building. Et lui. Donc lui, il est skin in the game. Après, je sais qu'il a commencé avec des podcasts aussi, beaucoup. Okay. Donc, mais du coup, ouais, je trouve que ça arrive tardivement en France. Il y a d'autres exemples. Là. Bon, il y a Silicon Carnet de Carlos. Qu'est-ce qui a lancé le premier format comme ça ? C'est l'entertainment, je dirais. J'ai pas réponse à tout, mais comme ça, je dirais c'est Community build, vraiment. Le community show, ouais. Moi, c'est la télé. Pour moi, c'est la télé. Hein. Ouais. Je pense que c'est la télé, ouais. Ouais, c'est le côté la radio, les grands médias, les grands médias de base où qu'on pense Skyrock, tu vois, c'était un exemple même de Skyrock par exemple, c'était la radio où du coup ils ont créé une communauté autour d'eux. C'est clairement la radio et qui était où les gens les écoutaient quoi qu'il se passe, et in fine quand ils avaient ils arrivaient en fait à driver leur communauté, quoi. C'est-à-dire quand ils ont eu des soucis, notamment sur leur côté radio libre, les gens étaient derrière eux et du coup ils avaient une masse de super fans, en fait, qui étaient prêts à les soutenir quoi qu'il se passe. On devrait trop inviter un mec de la radio ici qui nous explique un peu comment, mais quelqu'un qui a lancé une radio libre dans les années 80, qui viennent. Tu connais pas ça, hein, Anthony? Là, comme ça, radio libre, non. Je réfléchis. C'est des communautés de ouf, hein, franchement. Surtout qu'en plus, il y en a qui sont vraiment derrière. C'est vraiment il y en a, c'est des institutions. Je vois à Marseille, je me rappelle plus des noms de ces 2 radios, mais à la Belle de Mai à Marseille, t'as les 2 locaux de les grandes radios marseillaises, tu vois, qui sont hyper suivis et c'est vraiment des hardcore fans qui viennent même bénévolement aider le show et des trucs et tout. Et je trouve ça assez remarquable et même les villes poussent carrément ça et tout. Effectivement, ça devrait être hyper intéressant de pouvoir avoir une personne de genre. Je vais retrouver le nom de
des deux radios là dont je parle, mais elles avaient fait leur truc à la libération des ondes, quoi. C'était lancé dans cette radio-là. Elles prenaient des groupes locaux et tout, et chacun avait sa petite édition. Elles prenaient des groupes locaux. Ouais. C'est hyper intéressant ce genre de sujet. Mais maintenant, ça vient beaucoup en ligne, finalement, ce genre de. Oui, mais je pense que les gens, ils cherchent les codes plus dans le côté business ou dans le côté com ou marketing. Ils vont carrément, enfin en tout cas c'est tous ceux qui jouent au community show, on va tous chercher les codes dans l'entertainment et le show business, et nos références c'est la télé, c'est la radio. Justement, ce serait quoi ces codes? Ce serait quoi les bonnes pratiques du community show? Si quelqu'un nous écoute et a envie de mettre en place qu'est-ce qu'il devrait faire? Déjà, je pense qu'il y a avoir une communauté déjà, c'est sûr. Ça c'est vrai que c'est une question qui est pas facile en vrai, parce que c'est quand même, même si effectivement on peut se rendre compte que ça existe dans la radio. J'ai retrouvé le nom là, c'est Grenouille FM. À Marseille. Il y en a une autre qui a un nom tout aussi what the fuck. Et c'est 1980 ce genre de radio un peu. Je pense que déjà dans la partie communauté, ce serait un axe. Souvent j'ai l'impression qu'en tout cas les médias communautaires, ils ont un axe quand même qui est relativement fort et qui donne la parole aux gens. Je l'ai vu aussi, soit dit en passant, tant qu'on est sur les podcasts, il y a certains humoristes qui font ça. Vous avez vu par exemple Seb Melia, Seb Melia qui fait souvent des podcasts. Donc habituellement il les faisait sur scène, c'était les 4 comiques dans le vent. Là j'ai vu que maintenant il faisait carrément donc de l'humour sur la base de ses spectateurs. Donc c'est le spectateur qui appelle Seb, discutent ensemble autour d'un podcast, quoi, et en fait je sais pas, ils font des blagues entre eux où ils demandent de raconter une histoire, et du coup ça lui fait son contenu comme ça, qui est c'est même plus communautaire, c'est generated par l'utilisateur, quoi. C'est user generated content en fait. On va parler de ça, du user generated content dans le cadre de community building. Moi j'appelais ça le member generated content. Je pense qu'il y a une petite différence entre community show et émission participative. C'est l'émission participative, c'est jouer avec le public, c'est impro et tout machin. Mais du coup, le community show, c'est un prétexte marketing pour faire de l'engagement. Est-ce que tu penses que ça touche pas aussi même la direction en fait de l'émission? Parce qu'effectivement, quand tu as une émission qui est pas communautaire, mais comme tu disais, avec de l'engagement du public, le public il est pas. Il décide pas à quel moment, je sais pas, on fait passer l'autre, on fait parler lui. Est-ce qu'on va plutôt sur tel sujet ou tel sujet peut-être communautaire? Ça va être vraiment un engagement beaucoup plus fort de la communauté sur quel sujet on va traiter, qui est-ce qu'on va inviter. Ouais, c'est ça. Et puis de donner un petit droit de regard, voire de gouvernance. De gouvernance, ça. Comment tu gères un peu c'est ça en fait. C'est comment tu t'arrives à donner de la force à chacun de tes membres sans dénaturer ta ligne directrice en fait. Pour que pas que ça devienne un jour t'as un individu A, un autre individu B, mais qui n'ont rien à voir les uns avec les autres parce que t'as pas vraiment de règles en fait. Non, c'est simple en fait, c'est la merde. Non. non mais en fait je pense que c'est jamais simple. Par contre, c'est là où le Web 3 arrive, quoi. C'est là où le Web 3 avec la possibilité de récompenser tes membres sur leur participation, ou leur dire voilà, plus vous êtes engagés, plus vous avez peut-être un droit de regard sur la ligne éditoriale, tout ça. En fait, le Web 3, il apporte la granularité que le Web 2 peut pas forcément apporter. Et donc, du coup, pour un community builder, c'est magique. Mais non, c'est forcément complexe. Mais pour le coup, il y a tous ces shows-là qui commencent à jouer à ça. Ils viennent plutôt du Web 3. Donc, Silicon Carnet, qui est le podcast de Carlos Diaz, il joue à ça aussi, évidemment. Tu peux acheter des NFT. Et en fonction du NFT que tu as acheté, tu es fan, super fan, et tu as accès à l'Hacienda, qui est en fait sa communauté. Et tu as, en fonction des NFT que tu choisis, plus ou moins de droits dans l'aspect coproduction. C'est là que c'est intéressant. C'est quand tu commences à coproduire des choses avec des gens à qui tu étais juste censé pousser du contenu. C'est là, en fait, où le jeu devient intéressant, et peut-être un peu tricky aussi. Est-ce qu'il y a besoin de mettre en place un board? Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu des exemples où il y avait un... Pour les décisions, tu veux dire? Comme ça, oui, comme ça, il y a différents niveaux entre les membres qui viennent proposer du contenu et hoster une émission, par exemple, et ceux qui vont décider de la ligne directrice. Donc, comme ça, il y a des différents niveaux en fonction de l'engagement. À ce sujet, est-ce que Medium, finalement, c'est pas... un exemple concret de ça, parce que c'est une sorte de grand journal hyper communautaire où chaque membre donne son avis en écrivant des articles, mais à l'échelle médium, quoi. Il
Et chacun peut coécrire en plus des articles avec d'autres. Ça ressemble à un grand journal. Ouais, Medium, il est dans le paradigme des plateformes plutôt. Et s'il y a un outil qui joue plus à ça, c'est peut-être plus Substack, je dirais. Oui, c'est vrai. Où là, en fait, ils permettent de créer ta newsletter, mais aussi des sous-newsletters à qui tu peux donner les clés. À des auteurs. Tu peux engager, tu peux parler avec ton audience. Il y a un côté participatif hyper fort. Et puis celui qui... Les différents accès en fonction de... c'est assez granulaire. Tu peux faire du membership, quoi. Ouais, parce que par rapport au Web3, pour le coup, c'est là où on voit bien que c'est limité. Le Web 2 sur ces questions-là, c'est que tu peux pas faire du multi-membership. Tu peux pas faire différents types de membership pour différents types d'engagements ou différents types de membres. C'est très linéaire, quoi. Et c'est ça le Web 2 par rapport au Web 3 que le Web 3 permet, c'est quand on dit on parle des token gated communities, c'est que le token ça te permet de mettre ce que tu veux derrière. Mais non, Substack justement Substack il s'est battu, enfin il a essayé de déshabiller Medium hein, quand ils se sont lancés, ils ont essayé de prendre tous les bons auteurs. Mais il y en a un, donc ça me permet d'en parler parce que je l'ai vu, c'était quoi, il y a 2 jours. Un autre exemple de quelqu'un qui joue au Community Show, Community Media, très bien, c'est Yohan Lopez. Ah oui. De Snowball. Après, c'est vrai que. À travers sa newsletter. Ouais. Comment ? À travers sa newsletter. Ouais, exact. Ouais, voilà, c'est qu'à la base, c'était ça le tronc commun. C'est qu'à la base, il avait Je pense que c'est plus une conséquence en fait. Je pense pour lui, c'est plus à la base, il avait un média, il voulait partager son contenu. Bon, je pense qu'il avait la volonté de créer une communauté et un business pérenne derrière. Mais je pense qu'au début, c'était vraiment un axe, un média et un format, tu vois. Et après, le fait qu'il y ait énormément de gens et qu'il y ait un engouement fort, et que je pense après, le retour qu'il a dû avoir des feedbacks des gens en mode moi aussi. En plus, c'est un sujet très mainstream en fait, l'argent quoi. Tout le monde est concerné, tout le monde a un avis là-dessus. Et je pense que ça a aussi un peu aidé, je pense, pour partir sur la partie peut-être plus community. Je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres médias. J'ai bien l'impression, pour le cas de Yohan Lopez, là, je suis abonné à cette newsletter, je la trouve vraiment bien. J'ai l'impression que c'était vraiment plutôt une vision de sa part dès le départ. La façon dont elle est faite, la façon dont il évolue, je le vois mal s'être adapté sur la base de feedback. Je pense qu'il s'est adapté, évidemment, sur des feedbacks, c'est sûr, mais pas sur une ligne aussi forte. Parce qu'en fait, dès le départ, il est parti sur les Snowpeak. Les Snowpeak, les tokens qui sont que tu peux partager et tout ça. Là, et en fait, là, par exemple, dans la newsletter version payante, du coup, tu as une partie qui s'appelle Build in Public, où là, il a subventionné des créateurs d'entreprises en faisant voter du coup les gens de la communauté. Donc, on reçoit sur la newsletter, en général, je crois que c'est un Typeform ou un truc comme ça, avec les pitchs. Genre, t'as 30 pitchs. Le Typeform il dure 1 heure, mais tu passes les 30 pitchs et tu choisis et tu votes et tu fais ça c'est cool, ça c'est moins cool, ça cette idée elle est bien, cette idée est moins bien. Et en fait après il donnait de l'argent, donc l'argent de la newsletter qui a gagné à l'entrepreneur pour qu'il puisse monter son projet et qu'il documente la façon dont il le monte. Et par contre le projet était voté par la communauté. Ce serait intéressant de le faire venir, Yohan. Ah bah ça c'est, j'espère qu'il nous entend. Et puis... Moi je l'ai fait venir pour une conférence très très intéressante, donc... Yohan, ce serait trop cool de t'avoir. Yohan qui était dans la version 0, il est pas resté longtemps. Il était dans la version 0 des repartis quand même. La première, avant tous ces pivots, à la fin, je sais plus où t'es, tellement t'as pivoté. La tête qui tourne. Non mais. Ouais, je me souviens de ça, 2020. 2020, c'était sympa. Il est venu. Il était déjà très innovant. Hein. Il testait plein de choses. Il a mis. Donc oui, il a commencé par du content, mais derrière, il a fait grossir une commu avec un outil qui était très cool d'ailleurs. J'aimerais bien avoir plus d'avis sur cet outil qui s'appelle Peerboard. Je sais pas s'il est toujours dessus, mais et du coup, progressivement, il en vient à ne plus considérer ses membres comme en gros des gens qu'on va tondre, qui est un peu la démarche de community management classique, quoi, ou de growth. Il va considérer ses membres comme des partenaires finalement. Et c'est l'alignement d'intérêt en fait et t'alignes les intérêts. Si tu scrapes les 10% de personnes de ta communauté qui cherchent de la lumière et qui sont alignées avec tes propres intérêts, tu crées un réseau de distribution. Et quand tu vois ça, tu comprends la force d'une communauté. Au point de vue growth, au point de vue sales, au point de vue rétention, je sais plus ce que je disais la dernière fois. Pour moi, le community growth, c'est t'as un bouton avec écrit le funnel R. Et en fait, tu appuies sur ce bouton, c'est comme si tu appuyais sur toutes les lettres en même temps, quoi. C'est ça la puissance de la commu, quoi. Mais après, c'est comment après tu arrives à avoir une telle force de power user. Au final, je pense que les power users à lui, c'était peut-être
ceux qui ont payé, en fait, ceux qui étaient plus engagés, parce qu'ils ont montré déjà l'engagement en termes financiers. Et qui étaient derrière. Comment il a identifié, comment il fait pour. Ouais. Et, c'est vrai que ça, c'est un point peut-être qui serait top d'avoir de l'avoir autour de la table pour en discuter, quoi. C'est de savoir comment il a réussi à empower un peu ces users qui. Est-ce que peut-être c'était pas forcément ceux qui payaient, peut-être que c'était ceux aussi. C'est un peu comme LinkedIn, hein, c'est pas ceux qui like le plus qui t'apportent le plus de business, c'est ceux qui sont souvent le plus cachés, qui t'envoient souvent les deals les plus gros, quoi. Et peut-être que derrière aussi il y a peut-être un sujet pour Yoann, en fait, qu'on puisse comprendre un peu tout ça, quoi. Allez, la prochaine fois on a Yoann. Yoann, si tu nous écoutes, la prochaine fois t'es avec nous. Non, moi, ce côté média communautaire, ça m'intéresse. Et souvent, je me dis, ok, donc média communautaire, on entend communauté, mais on entend aussi média. Tu posais la question, c'est toi, Julie, qui me posait la question de savoir. Les bonnes pratiques ouais, c'est quoi les bonnes pratiques et comment on fait, quoi. Et moi, par exemple, ce que je suis en train de regarder, c'est pas les codes, effectivement, du marketing. Mais j'essaye de comprendre les codes, par exemple, d'un show télé, tu vois, ou l'art d'interviewer une personne, le journalisme. Parce qu'en fait, c'est ces codes-là, si tu les maîtrises bien, qui va faire que ton show, ton podcast, même ton webinar, en fait, ça va t'aider en fait, à comprendre ce que la télé a mis 30 ans, 50 ans, ouais, peut-être 50 ans à comprendre. C'est qu'il y a des bonnes pratiques de show business que tu vas pas t'amuser à réinventer, quoi. Et là en ce moment je regarde en fait sur YouTube plutôt des créateurs qui font des choses pour les créateurs. Qui est en tête? Je suis curieux de savoir. En fait je suis en train de faire une petite liste là bien sympathique, parce que en fait souvent je me suis dit sur la partie, alors du coup on intéresse qui quand on parle de community building et des créateurs. Et en fait, en 2020, c'était peut-être pas forcément le cas, mais en 2021 et 2022, il y a énormément d'indies, de solopreneurs et de créateurs qui créent des choses pour les autres créateurs. Et je trouve que c'est super sain, c'est super vertueux. Ça donne pas des choses qui super quali, hein, on va pas se mentir. Il y a des petites choses. Je sais pas, le créateur qui vend un template Notion avec un pack. Mais pour le coup, ça permet la discussion, ça permet l'amélioration et donc du coup je suis allé regarder en fait ces codes et je suis tombé. Alors, YouTube c'est génial pour ça, hein, pour apprendre un jour. Ouais, clairement. Et du coup j'ai dû taper comment monter un talk show. Ok. Vous l'avez vu hier, le Late Show de Chabat? Non, du coup ouais, je vous demande, vas-y, dis-moi. Enfin, si toi, c'est quoi toi? C'est un style. C'est un copycat de Conan O'Brien et compagnie ou bien c'est. Non, c'est pas. Non, c'est justement, c'est en gros, c'est pas au sérieux, il se prend pas au sérieux. Okay. Il fait un peu des fausses interviews. Ok, d'accord. Ça mixe entre Burger Quiz et. Ouais, c'est très Chabat, quoi. C'est très Chabat et tant mieux, parce que du coup, ça aurait pas de sens de. Non, là, c'est très écrit, mais du coup, en fait, voilà, c'est cette tendance d'être un peu en mode show-off, quoi. Et souvent en fait les podcasts, tu vois, là on en fait un peu façon table ronde, façon podcast, quoi, mais si on prenait les codes de la télé, ça serait marrant de voir un peu comment t'animes cette table. C'est vachement plus structuré, alors c'est vachement plus de taf aussi qu'on n'a pas forcément le temps, quoi. Mais moi je regarde ça donc je tapais sur YouTube comment faire un talk show ou comment animer un talk show et je vois un type, alors là vous allez me remercier si vous connaissez pas, je vois comment vous pouvez connaître ça. Le mec s'appelle Brian Kelsey. Je vais vous montrer la vidéo et le mec a décidé, donc c'est un ancien comédien, donc je connais pas toute son histoire, mais qui a certainement perdu son job ou en tout cas qui s'est retrouvé seul dans sa maison il y a 3 ans et qui a décidé de faire un talk show dans son garage. Et le mec, il a créé le bureau du talk show, il a pris tous les codes et il a monté le bureau du... Dans le bureau, les canapés... dans son garage, ouais. Okay. Mais comme c'est un monteur de génie et que il est pas scénariste, mais il est super doué en montage, il fait pas mal de voix off, on sent que le mec, il a quand même... Et il a fait un truc, mais façon Letterman, mais dingue. Donc, je vous montre la vidéo, vous allez me dire ce que vous en pensez. We have been given the scientific knowledge. Well,
10 minutes. I mean, aren't you cold? And where do you park your car? Great, by the way. This concept is... You like it? Well, you know... Hey, this is the coolest garage. I love the garage. I'm sorry, Mr. Kelsey, but she has no interest whatsoever. Are there any celebrities in here? I brought a picture headshot. It's a little old. It's I notice there's no celebrity photos up here. I wonder if I should just I'm sure your picture's gonna be on the wall after this. Voilà, donc vous avez pigé le principe. J'adore le truc. De regarder. J'adore le côté un peu. Un show, il est excellent, le mec. En fait, il a récupéré tous les bons codes, comme tu as dit, du talk show. Codes, ouais. Et au-delà de ça, en fait, il arrivait. Ce que j'aime bien dans certains shows que j'aime bien regarder, c'est arriver à récupérer le trésor des gens. En fait, c'est pas forcément des grandes stars que t'as besoin de chercher des fois. C'est juste ton voisin, les mecs qui dans le quartier d'à côté. En fait, ils ont toutes des histoires de fous. Et en fait, t'as pas besoin des fois d'aller chercher très loin. Et de ce que je comprends, en fait, il va dans son voisinage, son entourage. Et il les interroge, ou après, je sais pas, derrière, il y a un côté un peu parodique derrière. Mais j'adore en fait. Alors, le principe, c'est il veut interviewer des stars, des célébrités dans son garage. Et il veut voir, il le dit au départ, je vais faire le test si elles vont vraiment venir. En vrai, j'ai un peu étudié la chaîne, j'ai un peu poncé le truc cette semaine pour voir comment il a fait et tout machin. Il n'y a pas tant d'épisodes que ça, parce qu'il y a le Covid qui est arrivé. Vous voyez les mecs en fait qui sont devant le garage. Visio aussi, non ? J'ai l'impression. Il n'y en avait pas certains qui étaient en visio ? Ouais, et regardez ce qu'il fait en visio. Si vous voulez faire des community shows, et inspirez-vous de ce qu'il fait, parce que c'est pas du webinar. Oui, il n'est pas juste devant sa webcam tout seul. Il y a un écran déporté. Ouais, c'est ça. Okay. Voilà. Il y a un écran déporté. Il y a une ambiance. Genre, en fait, il a son bureau avec un éclairage juste sur lui, comme s'il était à la télé et qu'il présentait quelqu'un qui était en direct de Hong Kong. Tu vois, c'est trop bien. Mais c'est tellement ça qu'il faut faire en fait pour moi. Et ouais, donc il a eu des petites difficultés. Il a eu des invités qui sont arrivés pendant le Covid et qui ont joué le jeu, des célébrités, mais donc du coup qui étaient devant le garage et lui était dans le garage. Ah, c'est pour ça qu'on a vu ça. C'est pour ça qu'ils étaient dehors. Il était à l'autre bout. Ouais. C'est assez. Non, mais c'est assez fun. Enfin, pour moi, c'est tellement riche. Ce genre d'exemple, donc je vous invite à aller regarder la chaîne. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a même le code du bend. Tu sais, genre, j'avais le mec avec la batterie et tout. Petit générique et tout. Tout le monde se reconnaît au final. Non, tu vois que le mec, il a poncé en fait chaque late show qu'il a pu voir, il a récupéré. Genre, il a analysé chaque late show, il a trouvé les bons ingrédients pour en faire sa sauce à lui, quoi. Mais ce qui est intéressant, là tu disais que c'était des stars, mais c'est vrai que ta remarque, Ange, hyper cool, parce que en fait, genre le gars de ton quartier. Je suis sûr que ça peut être un rêve pour certaines personnes, tu vois, de passer dans un late show, mais tu veux pas passer chez Jimmy Fallon. Donc, du coup, tu vas chez le refrain à côté, tu vois, qui a son garage, c'est trop bien. Tu vis la même expérience. Je suis sûr que tu vas dans son garage, tu vis la même expérience que sur un late show, mais. Ouais. En plus cool. Et tu payes. Moi, je paye pour ça. En plus cool, le stress en moins et les trucs et tout, tu vois, mais dans le garage du man. Puis je pense qu'il doit avoir des interviews. Enfin, là, j'ai pas écouté, mais je pense qu'il doit avoir des interviews collector, genre. Parce qu'en fait, les gens, peut-être qu'ils arrivent à mettre les gens à l'aise, parce que quand t'es dans les shows, genre, quand t'es Jimmy Fallon, c'est très structuré. T'as pas peut-être à ton agent qui est derrière, qui te regarde, tu vois, et t'as pas envie de dire de la merde. Alors que là, même si tu fais des blagues, non, mais le mec, il met des tentes tout de suite. Il sert de Sky, l'invité, il est bien, c'est tout de suite. Est-ce que ça marcherait aussi en France ? Parce qu'aux États-Unis, oui. Méfie-toi, j'ai un sous-sol. Attention. On teste ou pas ? Moi, je pense que ça marcherait en France. Mais faut faire un bon montage. Tu vois des mecs comme Hugo Décrypte ou des trucs comme ça qui en fait recréent des sortes de chaînes de télé, plateaux et qui finalement ont même parfois plus d'influence, je trouve, que certains médias télé. Mais bien sûr, surtout quand quand on a été dans les élections présidentielles là, où il a invité chaque candidat avec la roue de la fortune là encore une fois. On voyait faire ça avec Bill Gates, avec c'est insane en fait comme influence quand on arrive là, et ça m'étonnerait pas que son plateau il soit pas dans un sous-sol, mais je suis sûr dans un truc. Et puis le côté garage, ça fait un peu penser justement les premières startups qui étaient montées dans les garages et tout. Je pense qu'il y a aussi c'est le Apple, le HP. C'est le côté culturel que les gens disent moi j'ai fait ma première émission dans un garage et tout. Moi je vais copycat le truc. Je le fais directement. C'est bon, ça fait deux. Shotgun. Rendez-vous dans le garage. Ouais, exact. Ouais, je sais pas où il habite, lui, ça se trouve, il habite dans une grosse
Ça se trouve, il a loué un garage, on sait même pas. non, mais tu rigoles, c'est carrément possible. Franchement, t'imagines. Pour avoir donner le bon un côté suédé. Pour avoir le bon setup et tout. Mais je pense que toi, dans le futur, il serait capable de le faire. Il est super clean son garage quand même. Un truc très marrant qu'il fait au début, c'est un peu bizarre quand tu connais pas le truc, mais il lit toutes les lettres de refus à qui il a invité. Il a invité. Il a envoyé. Donc il les lit et fait. Donc, cher monsieur machin, merci de votre invitation. Jack Nicholson n'est pas disponible pour le moment, PS, etc. Et donc il a quand même réussi à les joindre. Ouais, il a quand même réussi à trouver la bon keeper derrière pour avoir une réponse quand même. Tu vois. Parce que tu sais pas comment contacter Jack Nicholson en vrai. Du coup pour les pinguer un peu. Mais du coup, alors ça c'est une de mes questions, c'est du coup sur la partie un peu créateur, comment il développe après son business derrière? Est-ce que c'est un délire? Lui, c'est un peu méta. Lui, on est dans le créateur pour les créateurs parce que il est dans le délire de vous pouvez créer un show dans votre garage et je vais vous prouver comment. Et donc, parce qu'il vend derrière un peu genre une formation. Comme ça. Pas encore, mais il est en train. Il est en show dans mon garage. Non, mais en fait, c'est rigolo. Je vous parle d'un truc sur YouTube et le titre un peu putaclic. C'est show dans votre garage. 1987 €. Alex, il a acheté, je suis sûr. Sérieux, il est pas encore sorti, il sort dans un mois. Là, il attend. Il a la carte bleue sur le côté. Il va. Ah non, mais attends, t'imagines. Allez, prochaine saison des repartis. Pour inviter ton voisin. C'est excellent son truc. C'est la garage partie. Mais il lance son cours online pour revenir sur le côté créateur économie. Je pense qu'il doit monétiser, il doit chercher à monétiser. Et son purpose à lui, c'est d'aider les gens à créer leur propre talk show. Alors dans le garage ou pas, je sais pas. Je dirais quand j'aurai casqué 5 399 € en plusieurs paiements de 12 mois. Le côté accessibilité, mais pas trop. Ouais, exactement. C'est ça. Écoutez, moi je vous propose de passer à la partie sérieuse de l'émission. C'est celle où en fait on va tourner la roue. Ok. Allons, vous êtes bien sérieux. Ok, alors la roue de la fortune, super. J'ai amené une petite roue ici, donc je vous propose de la faire tourner. Julie, allez, vas-y, tu te colles à l'exercice et en fonction de ce sur quoi tu tombes, je te dirai ce qu'il faut faire. Je suis sûre que je vais tomber là-dessus. Ah bah si tu tombes sur la une, alors je rappelle, la une, faut pas tomber dessus. Mais pourquoi? Parce que tu dois lire en fait une blague qui est complètement horrible. Je dois la lire? Ah ouais. Et puis avec le ton. Je dois pas l'inventer. Ouais. En français ou en anglais? Même moi, j'ai. Avec le ton. Qu'est-ce qui écrit ça en plus? C'est dégueulasse. Bon, j'espère que je vais pas me faire bisuter. Allez, vas-y. Alors, qu'est-ce que c'est faire? Allez, faire 14. Qu'est-ce qu'il y a sur ta home screen d'iPhone? Ma home screen d'iPhone? Ouais. Allez, sans réfléchir. Non, tu touches pas. Tu nous dis. C'est une phrase de motivation. Non, je parlais des apps, pas du contenu. Merde. J'ai des. La roue. De l'infortune. Écoute, en vrai, j'ai pas beaucoup de mémoire dans mon téléphone. Du coup, j'ai vraiment le strict minimum. T'as pas 2-3 apps? C'est quoi les 2-3 apps que t'enchaînes? Spotify. Ouais. WhatsApp, Telegram. Ouais, donc du classique. T'as pas de trucs. Pas genre Be Real. J'ai Instagram. Non, j'ai juste Instagram. J'ai même pas de place pour mettre Facebook, LinkedIn et tout. Enfin, je vais sur les sites, pas sur le web, quoi. Ouais. Quelqu'un plus inspiré ou... Non. Je crois que c'est pareil que Julie. Hein. Franchement. Attends, je vérifie quand même. Non, mais elle a raison. J'ai vraiment rien sur mon. J'ai le strict minimum, moi. J'ai le B.A.-bas. Et j'ai fait un podcast il y a 2-3 ans, 2 ans. Et j'interviewais des leaders de la tech sur les outils qu'ils utilisaient. Et il y avait déjà cette tendance de j'arrête, tu vois, je mets en mute. Non, mais déjà, il y a 2 ans. Insupportable. Le minimalisme. Déjà, je coupe toutes les notifications, tous les trucs. Et en fait, j'ai pas d'application réseaux sociaux. Ouais, tu fais bien. 0, c'est le mal. Le mal, on va voir si tu tombes dessus. Non, c'est à moi là. Mais il y a tu m'aurais dit j'avais plus des choses mieux. Là, j'ai tout enlevé. Bon, en espérant que je tombe pas sur la. Allez, vas-y.
Oh là là. T'es tombé dessus? Non, je suis tombé à 2. T'as évité. T'as eu tellement chaud. J'aurais adoré l'entendre lire une blague. J'étais pas bien là. J'aurais reposté ça sur le réseau le plus professionnel du monde. Bah oui, évidemment. Histoire de te mettre bien là. Bon. Juste pour le... Non. Non. Alors, je laisse la priorité là-dessus. Ouais, alors tu dois dérouler. Alors c'est Scroll and Tell, et tu dois dérouler un fil d'actualité LinkedIn et me dire ce que t'aimes, ce que t'as aimé dans ce que tu vois. Donc là, je scroll mon LinkedIn, c'est ça? Pas LinkedIn, hein? Ouais. Parce que ça serait tombé sur nous avec Julie, on n'aurait même pas l'app. Je me serais connecté sur le web. Du coup, là, j'ai pas de réseau. Donc là, ça m'arrange bien, tu vois. Non, attends, j'ai le mien. Ah ouais, évidemment. Allez. Mais c'est excellent, vas-y. Donc je dois choisir une app, c'est ça? Non, tu scrolles et s'il y a des trucs qui t'inspirent, tu t'arrêtes. Et... Ok, très bien. Alors, rien. Alors, est-ce que je dois citer le post ou tu fais ce que tu veux. Ok, d'accord. Alors, c'est un post qui est autour de la grille tarifaire des influenceurs. Donc, il y avait une grille tarifaire qui est sortie en 2023 sur combien coûtait un influenceur et autres. J'ai vu passer, mais j'ai pas lu en détail. Et du coup, il y a une personne qui a contesté ce post en disant que la grille tarifaire était bullshit parce que un influenceur n'est pas uniquement une base de followers. Et derrière, il y a aussi toutes les... En fait, un influenceur, c'est pas qu'une dimension de l'histoire, c'est multidimensionnel. C'est-à-dire qu'il y a la base, mais aussi le taux d'engagement, l'histoire derrière, la capacité à leverager derrière le post et savoir ce qu'on peut en faire. Et que derrière, il y a aussi des gens qui bossent aussi avec les créateurs. Bon, après, j'ai pas lu tout le post en entier, mais moi, je trouve ça intéressant. Après, je vais juste peut-être revoir vite fait la grille tarifaire. Mais je pense que il y a une espèce d'enjeu, je pense aussi autour de comment tu analyses déjà le côté sur influenceur versus créateur. Bon, ça c'est la grande histoire des gens qui disent qu'un influenceur n'est pas un créateur. Bon, j'ai vu beaucoup ce genre de post. Pour moi, je pense qu'un influenceur fait partie des créateurs. C'est maintenant on dive carrément sur ce sujet-là. Ouais. Bon, alors les mecs, on a... non, mais je vais être très court. Mais voilà, là, il y a un peu de ça, mais bon, c'est mon point de vue perso. Et ouais, je pense qu'en fait, il y a des grilles en fonction de... Je pense que c'est un peu comme les solopreneurs, chacun négocie son tarif. Après, oui, il y a des grilles globales, mais c'est compliqué, quoi. Déjà, en fonction de chaque pays, quoi. Je veux dire, il y a des Américains qui arrivent peut-être mieux à monétiser que des Européens, parce qu'il y a plus la culture derrière. Est-ce que un créateur qui est basé en Amérique du Sud arriverait à mieux monétiser? Enfin, il y a plein de dimensions. Et je pense que limiter, je pense qu'elle n'a pas eu de tort. Après, c'est vrai que ça aide. Moi, je pense que en tant que marque, tu as quand même besoin d'avoir un ancrage mental. Et à combien tu payes un influenceur Instagram, combien tu payes un TikTok. Et justement, sur cette question de comment on rémunère tout machin, je me suis intéressé à TikTok là, quelques derniers jours, parce que j'étais un peu jetlagué aussi sur ça. Et en fait, t'écoutes Gary Vee qui te dit mais les mecs, ça fait 2 ans qu'il faut regarder le truc, ça fait 2 ans que je vous le dis. T'as un reach de malade et t'as un fonds créateur. Donc en fait, à partir d'une certaine audience, je crois, tu es payé pour le nombre de vues. Alors sur TikTok. Ouais, bien sûr, oui, tout à fait. Créateur, ils appellent ça, je crois. Ouais, c'est un système en fait où d'ailleurs c'est l'un des. C'est comme YouTube en fait. Ouais. Sur YouTube, quand tu c'est des AdSense, donc tu récupères ton cash en fonction des vues que tu fais. Là, TikTok a fait pareil. Et ça rémunère très bien. Ouais, ça rémunère très bien. Après, il y a des conditions toujours, mais parce qu'en final, ce qui est ouf avec TikTok, c'est comme le reach est dingue, en fait, l'argent derrière peut être dingue. Après, ils ont mis des conditions. Mais ouais. Un dernier. Ok. Excellent. What the fuck. Ouais, le quiet quieting. Est-ce qu'on prend celui-là? Ouais, je vais prendre celui-là. C'est genre l'abandon de poste. Ouais, c'est l'abandon de poste. C'est particulier. Alors je savais pas, enfin je sais pas, je trouve pas trop d'avis là-dessus parce qu'au final je pense pas que c'est une nouvelle je pense pas. En fait c'est plus un rebranding, quelque chose qui existe depuis très longtemps. ils ont ça a l'air trop comme ça là. Le post pour les gens qui nous écoutent. Ouais. Alors c'est lesquels les emplois. Ouais, en fait c'est un post autour du quieting. Je vais le lire comme ça. Vas-y. On va jouer à un jeu, celui de repérer lequel de ses employés pratique le quiet quitting. Je vous donne un indice, quiet quitting, démission silencieuse. Avant de vous spoiler, je vous propose de jouer le jeu et de m'indiquer votre candidat en commentaire avec une petite analyse. Et du coup, tu te bases sur quoi? Attends, tu te bases sur sa tête, genre? C'est pas discriminant. Ouais, t'imagines. Ok, alors on tourne le carrousel. Ouais, en fait, c'est vraiment, il a rebrandé l'abandon de poste. Ouais, concrètement, ouais, c'est aussi simple que ça, quoi.
Donc ouais, je pense que c'est quelque chose qui a toujours existé et qui était juste rebrandé autrement. Donc ouais, j'ai pas plus d'avis là-dessus. Après, chacun fait un peu comme il veut dans sa vie. Donc bon, après, en tout cas, le poste est super bien marketé et usage du carrousel. T'as un peu de mal avec ça? Ouais, enfin sinon au contraire, moi j'adore, mais après c'est vrai que bon, il y a toujours pareil, des fois il y a un peu de vide des fois dans les carousels en fait. Des fois c'est un peu vide de contenu, mais quand c'est bien fait, bah c'est excellent parce que du coup on consomme un contenu, un contenu qu'on n'aurait pas pris le temps de faire quoi. Bah déjà ça permet, je trouve que c'est top parce que ça permet déjà d'avoir une première vue de ce que tu veux prendre, enfin du contenu de la valeur que tu veux récupérer avant de fouiller peut-être dans une deep dive ou bien dans un article ou autre. Tu peux télécharger les carousels, après tu peux en faire toute une bibliothèque. Ah oui, ils les font avec quoi? Avec Canva moi ça ressemble beaucoup à Canva avec un détourage. Ouais, moi je le fais, mais c'est avec, tu vois, moi je suis un mec à l'ancienne. Je connais un super truc moi pour faire le détourage et les contours là. Gratuit. Tu veux savoir une petite astuce? On veut tous savoir. Bah ouais, je suis chaud. Ça s'appelle Pixlr. Et tu peux faire les contours blancs en couleur. Si t'as un logo qui est en couleur et tu veux le mettre blanc, bah tu fais remplir en blanc et enfin gain de temps incroyable. Très bien. Je pense que ce sera un truc intéressant aussi peut-être pour je mélange Canva et auditeurs Pixlr. De partager ce genre d'outils, un peu comme on voit souvent, on voyait sur LinkedIn, je sais pas si vous avez vu. Les gens qui partagent des listes d'outils gratuits là, pour faire X tasks. T'avais celle de Maxime Blondel qui était grosse. Parce que le trio, exactement. Canva, Pixlr et remove.bg, c'est pour enlever le background. Pour le background. Ça, j'ai fait ça. Bon, allez, on passe dans la section outils tout de suite. Bon, sur les tools, il y en a tellement en fait. Il y en a trop, ouais. C'est vrai qu'il y en a énormément des outils. Non, il y en a trop. Je parlais des tools qui sont créés par les créateurs eux-mêmes. Est-ce que vous lisez des newsletters qui donnent des tips, qui vous font maturer, qui vous musclent un peu en tant que créateur De ouf. Ouais, en tant que créateur. Ouais. Là, il y en a une que j'ai reçue. Je suis très content qu'ils se remettent à écrire. C'est Andy Matuszak. Donc Andy Matuszak, un gourou, pas du tout, mais plutôt une personne qu'on considère comme étant à la base de toute la mouvance Digital Garden. Second Brain et tout ce genre de choses. Oui. Et c'est lui qui a eu la première idée du site avec les sliding panels là. Et vraiment ce système là et donc à la base c'était un gars qui faisait de la recherche chez Apple, qui est parti et qui maintenant fait de la recherche à son compte sur l'apprentissage de manière générale, les moyens mnémoniques, tous ces trucs là en fait, mais en rapport même avec les médiums, où par exemple un des articles qui m'a fait beaucoup réfléchir récemment, qui a sorti dans sa dernière newsletter, c'est pourquoi les livres ne fonctionnent pas. Donc en anglais, why book failed, je crois, comme ça, où il explique en quoi le médium en soi du livre ne fonctionne pas sur la façon dont tu vas retenir l'information, et donc pourquoi tu perds autant. Enfin, on sait que en lisant, ou sur la majorité des médiums on perd beaucoup, mais là c'était vraiment de pourquoi, et du coup en fait quel serait le médium idéal et quelle recherche lui il entreprend pour trouver le médium idéal. Il dit que en fait c'est pas juste en adaptant les livres et donc en mettant sur des pixels, en faisant des trucs avec des highlights ou des Digital Garden ou des choses comme ça, mais plus avoir quelque chose sur lequel tu as quelque chose de ludique, et qu'il faudrait peut-être réinventer un médium pour passer les prochains siècles qui viennent. Tu réinventes le codex, c'est ça. Le codex, c'est le livre, la manière dont il est structuré, je crois que ça s'appelle comme ça. Et le codex, c'est plutôt les livres qui venaient avant ceux de l'impression, avant qu'on commence à avoir l'impression à caractère mobile. Et là, c'est pas tant la notion de codex ou quoi que ce soit, mais plus juste on se rend compte que le médium où tu as des mots les uns à la suite des autres sur des pages verticales est pas hyper ergonomique, et qu'il y a peut-être des moyens plus productifs, efficaces, efficients pour apprendre. Les livres audio. Alors moi franchement j'ai un meilleur sentiment là-dessus maintenant. Alors je suis très bouquin, mais vraiment beaucoup, je les collectionne et tout, quantité de bouquins beaucoup trop importante, et le livre audio c'est un truc qui me plaisait moins, mais depuis que je me suis mis dans les podcasts, je trouve ça vraiment cool. En réalité, je trouve que ce qui marche même le mieux, c'est les podcasts en vidéo, genre les chaînes. Un gros créateur que j'aime beaucoup, c'est Angreen de Science Distilled ou des trucs comme ça sur Crash Course. Voilà, Crash Course, pardon. Où là, en fait, t'as la vidéo de la personne,
t'as son son, et en plus de ça, rajouter l'ensemble des sous-titres, ce qui fait que du coup, t'as une écoute qui est active, plus une lecture en même temps, plus les gestes, et donc j'ai l'impression que tu retiens beaucoup mieux en fait le contenu des choses. Et dans Spotify, ils ont mis d'ailleurs les podcasts vidéo. Ah ouais, J'ai commencé à regarder. Mais il faut passer par Encore pour faire ça. Ah ouais. Qui a été racheté par Spotify. D'accord. Et donc du coup, moi, t'es obligé de tout déménager, quoi. Donc, j'imagine. Celui de Y Combinator, ouais. Ok. Je connais pas. Et l'exercice du podcast vidéo est hyper intéressant, ou du vidéo podcast, ça renvoie pas forcément au même concept, mais j'ai essayé d'en monter un. En fait, il faut que tout soit prêt sur l'audio, il faut que tout soit calé, pas avoir à tout redéfaire et à tout remonter sur la vidéo. Du coup, moi, le dernier que j'ai fait, là, celui avec Justine, je l'ai monté sur l'audio en priorité. Donc, tous les jingles, les transitions, c'est audio-oriented. Et après, j'ai même laissé le générique, alors qu'en fait, généralement, quand il y a l'équivalent sur YouTube, les gens ils font péter les génériques podcast. Moi, j'ai tout laissé, je voulais pas m'embêter. Et après, tu construis du visuel autour de l'audio. Donc ça te force à faire un peu de. Et du coup, c'est pas toi qui est derrière. Du coup, c'est genre tu habilles. Enfin, quand tu fais une vidéo, souvent, tu sais, t'as le créateur qui est derrière, qui blablate. Et après, derrière, il met souvent des Si, c'est ça, mais un peu adapté quand même à ce que je dis au moment où je le dis. Et comment tu fais pour synchroniser les deux ? C'est du montage. Okay. Est-ce qu'il faut faire un clap au début pour synchroniser la voix et l'audio ? Normalement, oui, mais après, ton logiciel le fait automatiquement, les Premiere Pro maintenant et tout. Ouais. Mais le clap permet de justement bien déterminer ça. Pic là. Après, je voulais juste revenir sur un petit point. C'est vrai que on va parler d'un outil. Après, je pense que ça peut aider les créateurs de contenu, souvent sur la partie Digital Garden. Obsidian. Mais moi, je suis fanatique de ça. Obsidian, c'est la folie, ça. Et c'est quoi, je passe mon temps. En fait, Obsidian, pour moi, c'est devenu Obsidian pour Obsidian. C'est comme les gens qui font notion et notion. Moi, je suis dessus. Je suis très content, du coup, comme vous pouvez le voir, je suis très content qu'on en parle. Mais pour moi, c'est vraiment. J'ai rarement, voire pas, eu d'engouement aussi fort envers un outil depuis des années, quoi. C'est incroyable. Et d'ailleurs, il faut faire un épisode dessus. Faire un épisode sur Chrome. Chrome qui s'est fait fumer par Obsidian, du coup, littéralement. Parce qu'après, t'avais le prix d'engagement, 30 € pour une personne, c'était compliqué. Alors que là, il est gratuit, il est open source, tu peux créer tes propres plugins. Moi, je paye les add-ons supplémentaires, mais ça fait là, j'y étais pour la version 0,2, truc comme ça. Il y a un créateur sur YouTube qui parle très bien d'Obsidian. Je sais pas qui c'est. Lequel ? Brian Jenks, certainement, ou Ali Abdal, d'ailleurs. Un Français. Un Français ? Ouais, un Français. Et c'est quand je parlais des créateurs qui créent des choses pour les autres créateurs, typiquement YouTube, c'est rempli de ça, quoi. Moi, je suis énormément sur leur Discord. Mon Digital Garden, je le fais sur Obsidian et tout ça. Et il y a quelques gros débats là en ce moment sur leur Discord, sur leur add-on Publish, qui est donc l'add-on payant qui te permet de publier tes notes et tout ça. Et moi, ce qui me rend fou avec cette communauté, c'est que les gens ils sont tellement engagés que là, du coup, comme ils voient que en fait, le développement de cet add-on là particulièrement n'avance pas suffisamment vite, t'as des gens qui sont détachés de la communauté, qui ont créé leur add-on open source spécifique pour publier et qui le donnent gratuitement. C'est comme les jeux vidéo. C'est ça, ils ont craqué un peu le truc et tout ça. Ça s'appelle Flower Show, et du coup c'est un framework complet de publication spécifique pour Obsidian, donc qui va prendre les notes Obsidian avec tout leur format, tout leur mode Markdown, il y a un gros pour le amour publier, basé sur Next.js. Donc après tu peux coder derrière tes propres trucs et tout, et en fait c'est exceptionnel. Là, on regardait tout à l'heure avec un de mes collaborateurs là, il y a genre 730 plugins. Quel logiciel en fait permet d'avoir cette bibliothèque? Et ils ont réussi à trouver le truc par la communauté dès le début. Ils ont développé Obsidian dans le but d'avoir une communauté qui va créer des outils pour la communauté. Donc les plugins, les thèmes. Donc il y a genre 1 millier de thèmes, 700 et quelques plugins, ce qui fait qu'en fait le cycle de développement il est hyper court. Ils sont encore 3 ou 4 dans la boîte, alors que t'as genre 70 000 personnes sur le Discord, des millions de téléchargements et tout. Ils sont que 3, et c'est un couple qui code de leur côté dans leur garage, quoi. C'est le business case du community growth, quoi. Franchement, Obsidian. Licat en parle sur je vous enverrai l'article à l'occasion. Il en parle dans un article justement. Il a été interviewé par un mec de la communauté, où il explique ça c'était ma vision. Ma vision, c'était de faire un outil qui allait évoluer non pas juste par mon impulsion de développeur, mais par l'impulsion de l'ensemble des gens de la communauté, pour que chacun puisse avoir la liberté de créer les outils qui lui incombent
pour arriver à son niveau de productivité, à son niveau de styling, à son niveau de personnalisation sans qu'on ait besoin de déployer plus de force, quoi. Et du coup, mais ça scale au max. C'est genre le max de la scalabilité, personne n'a besoin de refaire du dev. Ouais. Et donc du coup je pourrais expliquer un peu ce que c'est quotidien pour les auditeurs. Ou même Digital Garden, cette notion. Ouais. Alors du coup Digital Garden, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs j'ai appris pour une petite dédicace à Marie d'aller du coup salut Marie qui m'a appris ce concept de Digital Garden. En fait c'est le fait de quand on étudie un univers, un endroit, je sais pas, par exemple j'étudie Star Wars, ça me fait kiffer, bah du coup j'ai un endroit où j'écris où je pose du contenu qui est lié à Star Wars et qui est structuré, c'est-à-dire je parlais des Jedi, je parlais de l'armée, enfin bref. Et du coup, ce qui fait que si j'ai envie d'écrire sur Star Wars, bah, j'ai un espace qui est fait par moi en fait, où j'ai mon second cerveau, ce qui me permet en fait de m'empêcher, enfin de ne pas me limiter dans ma réflexion personnelle quand je vais écrire. C'est-à-dire que si moi j'avais pas de digital garden, carnet de notes. Ouais, un carnet de notes. Ouais, voilà, exactement. Moi, c'est le carnet de notes, mais en fait le carnet de notes à côté, bah il est digital, donc il est beaucoup plus malléable et on peut l'agrémenter comme on le souhaite. Et qu'est-ce qui est différent par rapport à d'autres outils qu'on peut utiliser pour faire un Digital Garden, comme Notion qui a son Save to Notion par exemple, bien sûr. Extension, ou je sais pas, il y a Pocket, non, il y a plein de trucs. En fait, moi j'ai un peu te raconter du coup, parce que moi j'ai fait au début, moi j'ai commencé sur Evernote au début. Ah oui, Evernote, voilà. Donc, alors lui c'est la version. J'ai commencé sur Gitbook moi, le Digital Garden. Comme un dev quoi. Ah ouais, c'était. Je fais mes poèmes sur Gitbook. Ah ouais. Et du coup, Evernote c'est structuré, c'est juste des fiches qu'on met les unes après les autres, quoi, comme des fiches Bristol. Et après je passe à Notion où là c'est un peu le espèce de Rubik's Cube, espèce de cube cosmique comme dans Marvel. J'aime bien ton passage du 2D au 3D. Non mais c'est ça. Et en fait, du coup, Notion en fait c'est un outil qui permet de créer des pages en fait qui peut être structurée de la manière qu'on veut et être remodelé de la manière qu'on veut. Un tableau, un graphe, une feuille Excel, une feuille Word. Et après, au-dessus de ça, et en fait, ça reste quand même des feuilles que tu mets les unes à côté des autres et structurées comme une pyramide. Okay. Mais le passage d'après, donc on était vachement excités par ça, c'était Obsidian, où c'est vraiment le fait qu'il y a des fiches qui sont connectées, qui sont interconnectées. C'est comme si tu prends une page, tu prends un texte, dans chaque texte, il y a des mots-clés, et ces mots-clés, en fait, peuvent être interconnectés avec d'autres. Voilà. Ouais. En fait, ça fait comme des portes, comme si c'était des planètes avec des chemins. J'ai toujours un peu Star Wars dans ma tête. Qui peut. Et du coup, ce qui fait que, imaginons que si tu écris beaucoup sur la cuisine, et en fait, tu veux faire un article sur la laitue. Et en fait, tu vas commencer à avoir toutes les interconnexions. Ah non, il y a un graphique aussi. C'est excellent. Exactement. C'est le mien. Je vous enverrai la petite photo. C'est dingue. J'ai 700 et quelques notes, je crois, dessus. Wow. Tu as un gros cerveau, dis-moi. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, voilà, donc là, allez, vas-y, déplace-toi un petit peu. Ah d'accord. Ah oui, il y a vraiment ce côté planète. Ce que je dis, c'est que c'est vraiment ce truc-là. Moi, je le vois comme le moment où juste je peux me laisser aller à ma geekerie la plus personnelle. J'adore geeker plein de sujets différents. Le sujet du moment, c'est la biologie sous-marine. Voilà. Bon, c'est difficile de trouver des gens avec qui parler de biologie sous-marine. Du coup, j'en parle avec mon logiciel solo dans mon coin. Mais ça permet en fait de faire énormément de choses et surtout en fait de connecter les choses. Et donc les points qui sont les plus gros te donnent aussi des chemins. Par exemple, là, j'ai ce chemin-là, je sais pas ce que c'est. Bon, voilà, Zettelkasten, et passer de note en note en note et d'avoir des idées qui se connectent sans que tu y aies pensé, quoi. C'est vraiment une génération d'idées qui est folle. En parlant de ça, parce que du coup moi je connais pas, est-ce que tu peux échanger avec des personnes qui parlent de ton sujet également pour co-écrire des choses ensemble? Il y en a qui le font. La Discovery. C'est la folie de cet outil, c'est que du coup comme tu peux développer des plugins, des trucs et tout, il y a des gens qui le font, qui se mettent des edit this on GitHub sur toutes les pages. Et du coup, tu as des gens, c'est quand même à la base, c'est beaucoup dev. C'est assez geek, dev et tout ça. Et donc, tu as des gens qui apprennent du coup GitHub pour faire juste des pull requests de texte. Et donc, ils modifient le truc. Ah ouais, tu vois, ça je comprends pas. Ou ça serait plus intelligent de le faire là-dessus. Et du coup, même d'ailleurs, la doc d'Obsidian a été écrite collaborativement. Okay. Et donc, du coup, c'est accessible à tous ou c'est plutôt pour les devs Non, c'est accessible à tous. Tu utilises toi alors, Obsidian ouais, alors c'est ça que j'allais dire, c'est que moi je suis d'accord avec toi, c'est accessible à tous dans le sens où il n'y a pas besoin de prérequis, mais c'est juste que l'UX, enfin du coup l'expérience utilisateur derrière, elle est très dev. Ouais, ça se voit. D'accord. Ça, je dis ça. C'est pas shiny, c'est très basique. Par rapport à Notion ou quoi. Ouais, Notion, c'est waouh. Ah oui, bien sûr. En fait, c'est un peu grand public, on va dire. C'est très grand public, ouais.
Là, t'as l'impression de te prendre pour un dev en fait. Ouais, et puis moi j'aime bien ce côté un peu constellation, fait d'idées en fait. Ouais. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi je sais que c'est comme Notion en fait, c'est qu'au début il y a tout un temps d'adaptation. Enfin, comparé à un Evernote ou un Word en fait, même en fait Word on l'a appris, c'est la première étape de l'informatique en fait. Et ça a été quand même compliqué pour nous. Notion c'était pour moi la seconde grande étape où au début j'ai rien câblé. J'ai dit c'est quoi ce truc, je comprends rien. Et quand j'ai compris, c'était waouh, j'ai découvert le feu quoi. Et en fait, là, Obsidian, c'était pareil. Au début, c'est un ami qui m'en parle et je dis, mais en fait, l'idée, elle est folle, mais j'arrive pas à comprendre comment j'arrive à exploiter cette chose. Et j'ai dû mettre 2 jours avant de comprendre comment ça marchait. Ça prend du temps, une fois que j'ai compris. Et tu t'y es mis, t'as vraiment une second brain sur. Ouais, alors du coup, j'ai pas encore poussé assez parce que. Parce qu'il faut documenter, c'est quand même un travail, c'est un réflexe. Moi, ça fait combien de temps que. Il est 2 ans et demi que je suis dessus. D'accord. Et pendant un moment, j'écrivais littéralement tous les jours. Genre, j'ai un changelog dans lequel je mets mes trucs et tout. Et donc, mais c'est qu'à toi, hein. C'est pas public. Hein, Ah, si, c'est public. Ah, c'est public. En fait, après, attention, tu peux aussi paramétrer. Tu peux paramétrer, pardon. Tu fais ce que tu veux. Moi, personnellement, j'ai fait ça pour le publier. Et oui, il y en a qui peuvent l'utiliser en privé. Ah oui, et la majorité des gens, il y a des personnes sur le Discord. C'est devenu en fait, d'ailleurs, il est très intéressant aussi ce truc-là, c'est que cet système de graphes là, les gens sont devenus tellement fiers de ça en fait que c'est ce qui génère le contenu dans Obsidian. Donc les gens postent leurs graphes en disant regardez comment je suis fier d'avoir mis autant de notes. Et tout. Des mecs ont des 15 000, 20 000 notes, des trucs, tu as des constellations, c'est une galaxie. C'est une galaxie, c'est ça. Mais c'est ouf. Et oui. Mais ouais, après c'est vrai que au début c'est un petit peu spécial pour dire à quel point c'est un peu dev. Il y a un Vim mode. Donc pour ceux qui connaissent Vim, non peut-être pas. Non, du coup vas-y. C'est l'éditeur de code dans le terminal. Donc c'est un peu c'est le boss de fin des devs. Donc il y a un Vim mode à l'intérieur. C'est pour dire à quel point c'est très dev oriented. Mais après, en tant que créateur, et pour ça qui est bien, c'est pour tout type de créateur. Du coup, qui veut se structurer un peu sa connaissance. Je pense que c'est le must. À date, c'est le must. Après, par contre, genre la porte d'entrée, c'est Notion, on va dire. Non, la porte d'entrée serait Evernote ou la note même genre de Apple, tu vois. Ah bah moi mon second cerveau, honnêtement, mon knowledge de management, c'est les notes d'Apple. Enfin, c'est l'outil de notes. Ouais. Je mets tout. J'ai pris ce réflexe-là. Et je retrouve tout. C'est ça aussi qui est important. C'est quand tu tapes le mot-clé, ça revient vite, quoi. Ouais. En fait, c'est ça aussi. C'est que le problème d'Evernote, c'est qu'à un moment, j'écrivais plein de notes et que le jour où j'ai voulu chercher quelque chose, j'arrivais pas à le retrouver. Ouais. C'était un enfer. Un autre truc aussi, c'est que les notes que tu mets sur Apple Notes, Evernote ou elles t'appartiennent pas. Là, sur Obsidian, c'est local. Ouais. C'est vrai. Donc voilà. Ok, bon bah écoutez, sur cette touche de fin très intéressante, et je me suis un peu perdu dans ces Obsidian. Il faut vraiment que je regarde. Ouais. Faut faire un peu. Là, moi, je suis resté sur Tatooine. Non, Obsidian, c'est un outil assez dingue. Je pense que c'est l'outil à retenir. En tout cas, pour toute personne et les créateurs de contenu encore plus, parce qu'ils ont besoin de génération d'idées. Je pense que genre MrBeast, il a une équipe de gens qui l'aident. Je pense qu'il doit avoir son scénariste perso. Ouais. Obsidian, c'est votre scénariste perso, quoi. Cool. Voilà. Anthony, tu termines la roue? Je termine la roue. Ouais. Allez, tu l'achèves. L'étoile. On veut notre histoire. Non, tu la veux pas, non. Non. Allez, frère. 15. Bah alors il faut que tu nous dises le setup d'enregistrement de ce podcast. Qu'est-ce qu'il y a autour de la table, le matériel utilisé, tout ça. Alors aujourd'hui on vous présente on bosse avec une machine qui s'appelle la Rodecaster Pro. Rodecaster. Donc nous c'est la 1 parce qu'à l'époque il n'y avait pas la 2. C'est simple que ça, mais ils viennent de sortir la 2 et elle défonce. Donc voilà, console d'enregistrement 14 pistes avec 4 micros physiques. Voilà, là on a des micros, on a quoi? Des NT1, c'est ça? Non, c'est les PodMic. Les PodMic. Ils sont excellents. Moi je suis étonné de... Ils sont vraiment très très bons. Hein. Ouais. Franchement, c'est pour le prix que ça coûte, c'est vraiment des très bonnes cams et tout. C'est 90, c'est moins de 100 €, je crois, de tête le micro. Ouais, c'est des petits micros ceux-là. Ouais, aussi, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme c'est des micros Rode et que ça va avec la console Rode, Rode à l'intérieur a des plugins et des presets spécifiques pour ces micros qui du coup leur donnent. Tu sais, c'est genre ils les mettent sous stéroïdes, quoi, tu vois. Et donc voilà, on a pas de mic chacun, des casques TH M20X, donc Audio Technica. Et des bras articulés de radio. NT1, Enfin, tous ces NT1. Tous les NT1. Ouais, alors c'est NT1.
Donc on a voilà, c'est le gros du setup. Hein. Après c'est ton setup à toi, ton MacBook Pro, ton Logic Pro. Ouais, Logic Pro. Là j'ai une petite. Bon, là on record avec mon ton iPhone Pro. Tout est pro ici. Pro 13 Max. Même les gens autour de la table ils sont pro. Ah bah tu vois c'est. Et oui, merci. et enfin tant qu'on tombe pas sur l'étoile, ça va rester pro. Mais, ouais, donc là on record avec l'iPhone et puis StreamYard pour l'accès de backstage à quelques membres de la commu. StreamYard qui est un outil pour faire des lives. Quoi d'autre ? Non, bah après moi j'édite sur GarageBand Logic Pro bientôt grâce à toi, Anté. Ouais. Où est-ce que tu as trouvé tes super transitions musicales ? Ouais, dans un pack de librairie gratos. Mais en fait, je rêverais d'avoir mon propre band qui me fait comme le mec dans son late show tout à l'heure là. Mais lui il a ses potes, il a fait ses potes, il a connu ses potes d'Hollywood. Moi si tu veux, je te fais du piano. Accompagné. Non mais du synthé, tu vois, genre comme ça tu peux mettre les sons que tu veux. Tu sais pas faire de la guitare toi ? Si, je peux faire un truc simple. Tu sais pas chanter, Ange ? Allez, on y va. Moi, je chante aussi. Tu fais quoi, Alex ? Je fais piano et je chante. Lui regarde de tout. On est dans une école de musique ou pas ? Ouais. Non mais bon, alors c'est sur cette note de fin, transition parfaite. Je vous remercie. Merci à toi. Cet échange de près de plus d'1h15 sur différents sujets. Je vous dis rendez-vous au prochain podcast. Alors, dans ton garage ? Ouais, je sais pas s'il sera dans le garage. Mais un truc sur Rome, ça me dirait bien de creuser ça. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Je vous embrasse. Ciao. Salut.